longtemps après avoir commencé, j'ai décidé de tester mon max de traction. J'en ai fait 27 et c'est un peu là que... Ouais, je nageais vraiment 3 heures tous les soirs, j'étais en compétition le week-end. Qu'est-ce qu'on te disait à l'école ? On me disait que j'avais des épaules carrées, que j'étais une camionneuse, etc. J'avais une relation avec la nourriture qui commençait à devenir compliquée. Je réduisais drastiquement mes quantités en nourriture. Mais au hasard, du coup. Au hasard. J'avais des crises clairement d'hyperphagie où je mangeais énormément parce que je m'étais frustrée sur les jours, les semaines d'avant. Il m'est arrivé, pareil, d'aller aux toilettes, d'avoir envie de me faire vomir. Et comment on gère son entraînement à l'approche d'une compétition où on n'est pas sûr d'être au poids, où on est dans les toilettes à essayer de se faire vomir ? Comment tu gères ce stress-là, cette pression ? Justement, j'avais quand même pas mal de mal à... Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode du podcast MyProtein, le podcast pour mener une vie saine. Je suis votre hôte Hugo Obona, aussi hôte du Rendez-vous Musclé, le podcast sur Spotify et YouTube. Et aujourd'hui, je suis rejoint par Pauline. Bonjour Pauline. Salut. Je te serre la main quand même. Donc dans ce podcast, vous allez retrouver des athlètes comme Pauline, mais aussi des personnalités inspirantes, des experts dans la nutrition pour vous aider à mener une vie plus saine, du coup, vous inspirer, et aussi ils sont là pour partager leurs secrets. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de performance avec Pauline, puisqu'elle fait du street lifting. Mais avant de parler de ça, tu reviens tout juste des championnats du monde de street lifting. Avant que tu nous parles de ta discipline, Pauline, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur qui tu es ? Parce que j'avoue que j'ai fait un petit peu de recherche avant cet épisode et j'ai pas trouvé grand-chose du coup. Alors, moi, j'ai 23 ans et avant de faire du street lifting, j'ai fait 16 ans de natation. Et ensuite, je me suis dirigée vers la musculation parce que j'avais besoin de découvrir d'autres choses. J'aimais bien aussi la façon de façonner son corps, de se muscler, etc. Ensuite, le Covid est arrivé, il y a eu les fermetures des salles, j'ai dû adapter ma pratique. C'est là que je me suis lancée dans le street workout et je me suis spécialisée là, depuis à peu près 1 an dans le street lifting. Donc seulement 1 an de street lifting. C'est ça. Et donc, tu as été championne du monde l'année dernière. Exactement. Là, tu as participé au championnat du monde. Est-ce que c'est courant d'être aussi performant, si fort au street lifting ou pas ? Courant, je dirais pas forcément. Après, c'est vrai qu'en France, on a un niveau quand même qui est plutôt bon, faut le dire. Et c'est une discipline qui est quand même assez nouvelle. Donc forcément, la concurrence n'est pas encore complètement installée. Donc forcément, il y a du travail. Mais ouais, voilà, c'est pas courant. Mais en France, on va dire, on est déjà quand même assez bien installé dans le street. J'imagine, peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent, si vous êtes sur MyProtein, vous êtes sûrement peut-être en musculation, peut-être en powerlifting, en streetlifting, mais aussi yoga, natation, coureur. S'il y a des gens qui ne connaissent pas la discipline du streetlifting, à quoi ça ressemble du coup ? Alors, la discipline du streetlifting, elle regroupe 4 mouvements. Donc les muscle-up, les tractions, les dips et enfin les squats. Et un petit peu comme dans le powerlifting ou l'haltéro, en fait, on a tout simplement 3 essais par mouvement pour aller chercher la plus haute barre, donc sous forme de 1 RM. Et ensuite, c'est le total des 4 mouvements qui est fait pour pouvoir effectuer le classement. Première question de but en blanc. Moi, je fais du powerlifting. Qu'est-ce que vient faire le squat dans le street workout ? Alors, c'est vrai que c'est assez récent. Avant, c'était pas le cas. Avant, on avait vraiment 3 mouvements, donc muscle up, traction et dips. Et pour rendre justement la discipline plus complète, parce qu'il y avait beaucoup d'athlètes du coup qui ne bossaient pas du tout le bas du corps. Et c'est d'ailleurs sujet sur les réseaux sociaux de beaucoup de remarques de la part d'autres. Voilà, c'est vous ça. Avez ça, ok. Nous, c'est le développé couché. Vous avez le bas du corps. Exactement, c'est ça. Et du coup, le squat a été intégré. Je saurais pas dire exactement quand, mais c'est assez récent. Et voilà. Alors, je viens de faire l'amalgame, je sais qu'on me l'a parfois reproché, donc je vais me reprendre tout de suite. J'ai dit street workout, alors que c'est street lifting. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, le street workout, c'est plus associé à la calisthénie, donc c'est plutôt le poids du corps. Donc, dans le street workout, c'est pareil, on a plusieurs branches. On a le set and rep, donc tout ce qui est un petit peu les max reps en traction, dips, muscle up. On a également l'agilité, donc là, c'est tous ceux qui font, ce qui ressemble un petit peu à de la gym, des 360 autour des barres, etc. Okay. Et ensuite, on a le statique. Donc là, ça va être des planches, des front levers, le flag, tout ça. D'accord, ok. Et après, d'un autre côté, du coup, on a le street lifting. Est-ce que c'est 2 disciplines qui se croisent souvent ? Ou est-ce que souvent, les gens qui font du street lifting passent de l'un à l'autre ? Ou est-ce que pas du tout, chacun s'est spécialisé un petit peu ? En général, la plupart des athlètes commencent par faire un petit peu tout. Okay. Et après avoir testé sur plusieurs mois, voire des fois même plusieurs années, en général, chaque athlète finit par se spécialiser vraiment dans une des branches, quoi. Parce que du coup, j'imagine que c'est pas du tout la même chose entre faire des 360 sur une barre et aller squatter un RM, quoi. Non, clairement, c'est vrai que c'est vachement différent. Et toi, du coup, tu fais que du street lifting ou tu fais un petit peu des deux ?
Moi, j'ai commencé justement en testant un petit peu tout, le statique, le set and rep et le street lifting. Ensuite, je me suis spécialisée pendant un bon petit moment sur le set and rep, mais j'alternais quand même en fonction des compétitions avec le street lifting, et je me suis rendu compte quand même que j'avais tendance quand même à me perdre, on va dire, en efficacité et à ne pas obtenir tout simplement mon plein potentiel dans telle ou telle branche. Et parce que du coup, mon PDC aussi est différent en fonction si je fais de l'endurance ou de la force. Et j'ai PDC, décidé... poids de corps pour les gens qui nous écoutent et qui... Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est là que j'ai décidé de me spécialiser vraiment dans le street lifting. Mais on va dire, j'ai touché un petit peu à tout dans le street, quoi. Là, tu reviens des championnats du monde. On va parler, c'est marrant que tu parles de PDC, de changement de catégorie, parce que du coup, tu as changé de caté pour ces championnats du monde, et ça s'est peut-être pas passé exactement comme toi, tu l'avais prévu. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ce qui s'est passé ? Donc, l'année dernière, j'ai fait championne du monde de street lifting, donc en moins de 57. C'était ma première année en moins de 57, et j'avais fait même mes compétitions du coup d'endurance, un PDC environ 57, voire un petit peu moins. Et c'est vrai qu'au début, c'était une catégorie qui me correspondait, mais au fur et à mesure des mois, j'ai commencé à prendre en masse musculaire. Et disons que c'était de plus en plus compliqué pour moi de cut. Après, faut avouer que je ne m'y prenais pas forcément correctement, je m'y prenais un petit peu au dernier moment, etc. Mais ça me freinait énormément dans ma progression, parce que du coup, je descendais à 56 kilos environ pour mes compètes. Ensuite, je reprenais 5 kilos vraiment en un week-end après mes compétitions. J'avais beaucoup de mal à revenir après sur mes entraînements. Et on va dire, j'avais une relation avec la nourriture qui commençait à devenir compliquée. Et je me suis dit que là, le meilleur moyen pour moi, c'était de monter en catégorie. C'est du coup, j'ai décidé à la fin des championnats de France l'année dernière, donc en décembre, de changer et de commencer un petit peu à calculer mes calories pour obtenir un poids de forme environ à 62,5 kg. Donc chose que j'ai faite, et je savais pertinemment que le niveau en moins de 63 était beaucoup plus élevé qu'en moins de 57. J'en avais conscience, mais je m'en sentais, on va dire, capable, et je savais que j'avais ma place dans cette catégorie. Mais malheureusement, pendant ma prépa, j'ai eu une blessure qui est arrivée à 6 semaines de la compétition. Donc sur les muscle-up, j'ai chuté. Donc sur les muscle-up lestés, pour les filles, c'est aux anneaux. J'ai chuté du coup en haut de mon muscle-up, et je suis retombée sur la cheville. Donc je sais pas exactement ce que j'ai encore à l'heure actuelle, parce que du coup ça fait 9 semaines et j'ai encore la cheville gonflée, etc. Okay. Et du coup, j'ai quand même décidé d'y aller, même si ma cheville n'était pas guérie. Et forcément, sur le squat, mais également sur mes autres mouvements, ça a impacté un petit peu ma préparation. Et effectivement, je suis arrivée du coup au championnat du monde avec des performances qui étaient vraiment en deçà de ce que j'avais prévu tout au long de ma prépa. Et j'ai fini au final 6e de ma catégorie cette année. Il y a beaucoup de choses que je veux déballer dans tout ce que tu viens de dire. La première, c'est au niveau de la gestion de poids. Du coup, tu disais que tu t'y prenais pas forcément bien. Quelle méthode tu utilisais pour perdre du poids Alors, c'est-à-dire que je ne calculais pas du tout mes calories. Donc, j'avais un PDC aux alentours, pareil, de 62 kilos environ en moins de 57, avec une composition corporelle qui est quand même assez différente de celle que j'ai aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que, allez, je m'y prenais peut-être 1 mois, 3 semaines à l'avance. Et je réduisais drastiquement mes quantités en nourriture. Mais au hasard, du coup. Au hasard. Vraiment à l'œil. Quand je voyais que ça descendait pas assez, je loupais des repas. Je passais même voir des fois des journées sans manger, etc. Mais comme j'étais beaucoup frustrée, des fois je remangeais et au final le poids remontait. Donc c'était vraiment ça en fait jusqu'au jour J, quoi. Du coup, quelle relation t'avais avec la nourriture à ce moment-là ? C'était très compliqué, de moins en moins en fait à l'approche de l'échéance, parce que je savais entre guillemets que j'avais pas le choix. Mais c'était surtout, on va dire, peut-être 3 semaines avant l'échéance, où je me disais, d'un côté, je pense avoir le temps, mais d'un autre côté, j'étais frustrée. Donc c'est-à-dire que j'avais des crises clairement d'hyperphagie, où je mangeais énormément parce que je m'étais frustrée sur les jours, les semaines d'avant. Il m'est arrivé, pareil, d'aller aux toilettes, d'avoir envie de me faire vomir. Heureusement que j'ai jamais réussi à me faire vomir. Okay. Du coup, je suis pas rentrée dans ce cercle vicieux, en fait, où je mangeais, j'allais me faire vomir, heureusement. Mais voilà, donc c'était assez compliqué. Et après, le post-compétition aussi était très compliqué, parce que du coup, je reprenais beaucoup de poids. Et forcément, sur le retour aux entraînements, donc les muscle-up, les tractions, ça devenait très, très dur, quoi. Et comment on gère son entraînement à l'approche d'une compétition où on n'est pas sûr
d'être au poids où on est dans les toilettes à essayer de se faire vomir. Comment tu gères ce stress-là, cette pression? Justement, j'avais quand même pas mal de mal à le gérer, sachant que déjà de base, je suis quelqu'un voilà, d'assez stressé quand même en compétition, etc. On va dire que je le gérais pas forcément bien, mais comme quelque part, il m'est jamais arrivé d'arriver en compétition et de ne pas être au poids, bah, je me disais, bon, bah, ça va le faire. T'avais fait combien de compétitions avant ça? J'en avais fait 3. Ok. Ouais. Et les 3 en moins de 57? Les 3 en moins de 57, ouais, c'est ça. D'accord. Donc en un an, t'as quand même fait, en comptant les championnats du monde, sans compter les championnats du monde? Ouais, en les comptant. D'accord. 3 Ouais. compétitions. C'est ça. Et donc du coup, cette année, tu t'es dit, je veux plus avoir affaire avec tout ça, je monte de KT au moins. Là, t'es large du coup, j'imagine? C'est ça, du coup, ça veut dire que cette année, je suis arrivée en fait à mon poids de forme, donc 62,5 quoi. Donc Ok. j'ai pas eu à... Et est-ce que t'as cherché peut-être à te faire accompagner sur la nutrition? Pas du tout, non. Ok. Mais là, du coup, avec cette compétition, les résultats un petit peu, et j'ai forcément aussi constaté que, on va dire, le physique avec lequel je suis arrivée était vraiment différent de celle de toutes mes concurrentes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elles sont arrivées beaucoup plus sèches que moi, c'est ça. Donc là, l'objectif, clairement, c'est de rester dans cette catégorie, de ne pas rester sur cet échec, de me dire j'ai pas ma place dans cette caté. Donc c'est de rester dans cette catégorie, de construire du muscle et forcément d'arriver plus sèche après pour l'année prochaine. Et là, effectivement, j'ai décidé de me faire accompagner pour la suite. Et t'as pas songé peut-être à faire des protocoles un peu plus comme la water cut ou quoi pour retourner en moins de 57 C'est vrai que c'est quelque chose, on va dire que j'ai jamais essayé. Mais bon, là, vu qu'il me reste du temps avant les prochains championnats du monde, je pense que c'est quelque chose peut-être que je testerai hors période de compétition, en période off un petit peu, peut-être sur un mock meet, donc une séance où je vais tester mes 4 mouvements sur des 1RM et voir éventuellement si ça peut le faire. Ouais. Parce que peut-être aussi, oui, effectivement, que si je gérais mieux mes cuts en moins de 57, j'arriverais performante le jour J, quoi. Parce que entre je ne gère pas du tout mes calories et je monte de KT, il y a quand même un gap énorme. Ouais, c'est clair. Et pour les gens qui connaissent pas du coup le protocole de water cut, c'est manipuler ses fluides au lieu de perdre du poids en perdant de la masse, grâce au musculaire pour certains, ça dépend. Et bien vous perdez du coup de l'eau. Et c'est une technique qui bien sûr dangereux, il faut être accompagné quand on fait ce genre de choses. Ça se fait souvent dans les sports de poids, souvent dans les sports de combat, peut-être que vous avez déjà vu ça, mais donc du coup c'est se déhydrater sur une courte période, le temps de la peser, et après se réhydrater pour reprendre son poids un petit peu plus vite. À quoi ça ressemble une prépa de street lifting au niveau des entraînements? Au niveau des entraînements, on a la période, on va dire vraiment assez loin de l'échéance, où on va faire un max de volume sur les mouvements, un maximum aussi de renfort, pour vraiment se préparer du coup à la période d'après. Ensuite, sur la période d'après, c'est là où on va se rapprocher de la compétition. On va monter progressivement tout simplement en charge. Là, cette fois, on a beaucoup moins de volume, mais l'intensité est assez élevée. C'est là aussi qu'on va commencer à intégrer, pour certains, je sais que par exemple dans la force, c'est quasi obligatoire d'intégrer des SBD à l'approche de compétition. J'en ai pas, mais ok. Ouais, et dans le street, c'est vrai que ça se fait de plus en plus, mais bon, il y en a qui le font pas forcément. Après, c'est vrai que 4 mouvements dans une séance, c'est quand même assez balèze, ouais, c'est ça. Surtout des mouvements polyarticulaires comme ça. Ouais, exactement. Et après, plus on se rapproche de la compétition, plus on va pouvoir intégrer des 1RM et monter progressivement en charge en essayant vraiment de se concentrer sur les standards de compétition. Et ensuite, on a une petite semaine de taper où on va vraiment baisser l'intensité pour arriver le plus en forme le jour J, quoi. C'est très similaire à force athlétique, d'accord. Ça ressemble à quoi? C'est quoi les standards de compétition du coup? C'est quoi un mouvement du coup standardisé en compétition par rapport à quelqu'un qui fait juste des tractions ou des dips dans sa salle? Qu'est-ce qui change quand tu es en compétition? Donc par exemple sur le muscle up, on va avoir des standards au niveau du keeping. Donc ça va vraiment être de limiter au maximum le keeping, ne pas avoir de flexion de genou. Le keeping, c'est le balancement du coup. Ouais, c'est ça, D'accord. exactement. Ne pas avoir de flexion de genou. Ensuite, il y a des standards au niveau du passage des bras, il ne faut pas les faire en décalé. D'accord, ok. Pour les tractions, ça va être forcément aller chercher vraiment à verrouiller le menton. Okay. On a des standards aussi sur le début du mouvement, donc il faut avoir un dead stop. Donc c'est une petite pause de 1-2 secondes où on a vraiment où on est vraiment en fait relâché complètement au niveau des articulations, c'est ça. Pour les dips, donc ça va être une amplitude. Donc le haut de l'épaule en dessous du coude. Voilà, comme le bench chez nous maintenant. C'est ça, ouais. Okay.
Et pour les squats, bah, c'est la même chose que du coup en power. Genou parallèle à Ouais, c'est la ça. hanche. Est-ce que tu dirais, toi qui as fait 16 ans de natation, ce qui est énorme, à quel point ça a contribué ou non à ta performance j'allais dire en force athlétique, en street lifting? Je pense que ouais, ça a beaucoup contribué parce que bah, la natation, c'est un sport qui est quand même très exigeant. C'est-à-dire que bah, quand tu arrives à un certain niveau, tu es vraiment obligé de t'entraîner constamment. Si tu loupes un entraînement, je veux dire, quand tu reviens le lendemain, tu le sens. J'ai eu aussi beaucoup d'exigences de la part de mes entraîneurs. Et c'est quelque chose que j'ai forcément retransféré après sur ma discipline, bah, déjà quand je suis partie un petit peu vers la musculation. Et ensuite vers le street lifting. En musculation, ce qui me manquait, c'était justement le côté compétition, un petit peu bah, pouvoir se mesurer, etc. Et en street lifting, ouais, bah, je dirais c'est surtout la rigueur et la discipline que j'ai pu apprendre dès toute petite en natation, quoi. J'ai beaucoup entendu dans mon entourage, il y a des gens aussi qui faisaient beaucoup de natation, que c'est vrai que c'était très exigeant. Très souvent, il y a énormément de volume d'entraînement. Ouais. Tu vois, tu as vu des transferts, souvent on entend les mecs qui disent oui, les nageurs, grand dos, etc. et tout. Est-ce que c'est un truc que je sais pas, qui t'aide aux tractions ou quoi ou... Clairement, Clairement, ouais, franchement, ouais. Bah, pour être honnête, très souvent, on me demande, parce que le tirage, les tractions, c'est un peu mon point fort, et Ok. très souvent, il y a des débutants qui me demandent, mais toi, à partir de quel moment, en fait, t'as réussi Ouais. à faire tes premières tractions, et en fait, je Dès me rends le début. compte que j'ai toujours su, en fait, faire des tractions. Ouais. Donc ça m'a vraiment aidé sur le tirage et sur, on va dire, la masse en général que j'avais sur le haut du Ouais. corps qui m'a permis... Ce qui est pas du tout commun, parce que corrige-moi si je me trompe, mais c'est vrai que chez les filles, c'est très rare d'arriver à faire des tractions comme ça Ouais. du premier coup si t'as jamais fait de musculation C'est ou clair. de gym ou de choses comme ça. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté du coup la natation? Si t'en as fait 16 ans quand même, c'est pas rien. J'imagine que t'étais en haut niveau en natation ou... Ouais, j'ai été jusqu'au championnat de France, ouais. Ok. Mm. Qu'est-ce qui a fait que t'as arrêté? Donc j'ai arrêté donc à mes 18 ans et c'était vraiment la période du bac, la période où je passais le permis et hormis le fait que ça a commencé peut-être aussi un petit peu à impacter mes études parce que je nageais vraiment 3 heures tous les soirs, j'étais en compétition le week-end. J'ai toujours réussi à me débrouiller à l'école, mais je sentais quand même que le level du baccalauréat, c'était vraiment... il fallait quand même commencer à travailler et pas se reposer sur ses acquis. Donc il y a déjà ce côté-là où je sentais que ça commençait à impacter mes études. Et aussi l'autre côté où je pense que j'en avais assez vu, comme c'était, voilà, comme je t'ai dit, très exigeant. T'as fait le tour. C'est ça, je pense que j'avais fait le tour et j'avais tout simplement en fait, besoin de voir autre chose, quoi. T'as fait quoi toi comme étude? J'ai fait un bac ST2S. À la base, je voulais être éducatrice spécialisée. Chose qui a totalement changé du coup au cours de justement mes périodes de lycée, etc. Et ensuite, donc quand je me suis inscrite à la musculation, je me suis rendu compte vraiment que le sport en général, c'était vraiment quelque chose qui m'animait et je voulais vraiment en faire mon métier. Donc j'ai décidé d'entrer en STAPS pour être professeur de PS. Donc j'ai obtenu ma licence TAPS, j'ai fait mes 2 ans de master MEF, donc de l'éducation pour être prof de PS, et je n'ai pas obtenu mon concours l'année dernière. Et au final, j'ai décidé de ne pas le retenter, mais de continuer à bosser du coup de ma passion, donc les coachings, les réseaux sociaux, etc., quoi. Et à quoi elle ressemble du coup la Pauline plus petite? T'as toujours voulu travailler avec peut-être des jeunes, des enfants ou... C'est ça, exactement. J'ai toujours aimé la relation avec les jeunes, voire même des fois les tout petits. J'étais plutôt... j'étais sportive, mais j'étais quand même très calme et plutôt dans tout ce qui est manuel, loisirs créatifs, etc. Mais c'est quelque chose qui, en grandissant, au final, m'a quittée. Et après, j'étais plus active, plus dans le sport, quoi. Est-ce que tu retrouves pas ce côté créatif dans la création de contenu, peut-être? Exactement, c'est vrai, ouais. Du coup, à aucun moment, tu te voyais devenir championne du monde de traction et de dips, quoi? Non, franchement, jamais. Ouais. À quel moment tu t'es rendu compte que, ouais, c'est possible? Assez tôt, honnêtement. Donc, comme je suis arrivée dans le street workout et je savais justement déjà faire des tractions, etc., j'ai commencé du coup à aller dans des parcs où j'ai pu rencontrer du monde, des gens avec qui je m'entraîne encore aujourd'hui. Et c'est quand j'ai commencé à réussir un petit peu à suivre des garçons sur leurs séances, etc., que je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais un potentiel quoi, dans cette discipline. Et un jour, pas longtemps après avoir commencé, j'ai décidé de tester mon max de traction. J'en ai fait 27 et c'est un peu là que... Ouais. Et c'est un peu là que
Bah, Dites-nous en commentaire combien de tractions vous faites, les gars. Franchement, mais même les filles aussi, parce que là, c'est quand même... ouais, les filles elles commencent à arriver en plus. Ok, d'accord. 27. C'est ça. Et du coup, c'est là qu'un peu, il y a eu de l'engouement sur mes réseaux sociaux autour de, où les gens m'ont associé vraiment au street, etc. Et c'est là que j'ai vraiment pris du plaisir et que j'ai continué à bosser à fond, quoi. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui voient ton parcours et qui se disent, parce que je sais qu'on en a beaucoup en force athlétique, elle faisait pas forcément... Alors, t'as un gros passé sportif de natation, mais elle faisait pas forcément de la musculation depuis extrêmement longtemps. Elle compte même pas ses calories. En un an, elle est championne du monde. Moi aussi, je peux le faire. Je vais y aller direct. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là ? Je dirais qu'il faut de la patience et éviter de trop vouloir brûler les étapes. C'est vrai que moi, j'étais quelqu'un de très... j'aimais beaucoup me renseigner. J'ai quand même aussi beaucoup testé de choses sur moi, etc. pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à se connaître avant tout. Peut-être c'est trop éviter de se comparer justement aux plus grands de nos disciplines, aux champions du monde, etc. Vraiment essayer de voir ce qui nous correspond à nous, donc tester beaucoup de choses, plusieurs systèmes d'entraînement, etc. avant de vouloir peut-être déjà aussi aspirer au haut niveau. Vraiment, et c'est ce que je remarque de plus en plus dans le streetlifting, comme la discipline en fait a évolué très vite, il y en a beaucoup qui viennent tout juste de commencer, et des fois j'ai des demandes de coaching, je veux faire telle ou telle compétition, qui sont déjà des compétitions nationales, et je pense qu'ils ne se rendent pas compte que ça reste quand même des années de travail, quoi. Et si cette personne, elle te dit, je me fais l'avocat du diable, ouais mais Pauline, toi en un an, t'as été championne du monde, pourquoi moi je peux pas le faire ? Y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est que quand l'année dernière la discipline était encore moins connue, donc il y avait peut-être encore moins de monde, et la deuxième chose aussi c'est que j'ai une bonne hygiène de vie, que ce soit dans le sommeil, je ne fume pas, je ne bois pas, etc. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, et c'était plus dans l'aspect justement gestion du stress, gestion des performances en compétition, etc. Je me suis rendu compte très rapidement que en fait, je prenais beaucoup à cœur ce que je faisais, donc mes séances, etc. Et que parfois ça pouvait malheureusement impacter négativement ma discipline. Donc c'est là que j'ai décidé de contacter Aline, si tu passes par là. C'est sûr qu'elle va passer par là. Je m'en doute pas, ouais. Et du coup, je venais pas, on va dire, dans l'idée de me dire, tiens, il faut que tu m'apportes ça. Je savais juste que j'avais un déficit de ce côté-là, d'un point de vue de ma performance, et que ça pouvait me faire progresser. Donc je l'ai contacté. Et c'est là du coup qu'on a démarré un processus donc de préparation mentale au vu des championnats du monde, quoi. Ce fait de prendre trop les choses à cœur, ça a impacté non seulement tes performances mais aussi ta vie au quotidien. Ouais, clairement. Je le remarque d'ailleurs pendant ma prépa là des championnats du monde. C'est-à-dire que on va dire, je pense que j'avais aussi par rapport à l'année dernière un petit peu cette volonté de prouver que voilà, je pouvais reprendre ce titre, etc. Mais je me suis rendu compte, par exemple, que pendant ces derniers mois avant les championnats du monde, j'ai mis beaucoup de choses de côté, que ce soit des amis, etc., mes sorties, moi me faire plaisir. Et je pense que oui, clairement, le fait de prendre des choses parfois trop à cœur, c'est pas bon, quoi. Il faut un certain équilibre. Est-ce que ton entourage y comprend, il te soutient sur ça ? Oui, heureusement, ouais, j'ai de la chance de ce côté-là. Donc, quel conseil tu donnerais aux gens ? Parce que moi, j'en vois beaucoup, et j'en ai même moi-même fait partie, où t'arrives à un point où, effectivement, peu importe ton niveau, tu mets tellement de temps dans ce sport, que ce soit la musculation, la force athlétique, si vous courez, le streetlifting, que dès que t'as une séance qui se passe pas bien, tu remets tout en question, ça flingue ta journée, alors qu'en vérité, le sport, c'est que 3 heures pour les mecs qui font du SBD de ta journée. Comment t'arrives à te dissocier un peu ça ? Parce que c'est vrai qu'il y a cette tendance à se dire,
putain, si mon entraînement se passe pas bien, ma journée est foutue, quoi. Alors qu'en vrai, c'est que ça t'arrivait d'être très stressé pour les compétitions et tout. Comment t'as géré du coup cette deuxième prépa où, bah, quelque part, t'arrives avec un titre de champion du monde, t'as peut-être des gens qui t'attendent, peut-être plus de followers, t'es un peu peut-être aussi la nana à battre, tu vois, genre, ouah, elle a rasé une KT, elle vient dans notre KT et tout. Comment t'as géré ça, toi? On va dire pendant toute ma prépa, c'était un petit peu les montagnes russes, en fait. C'est-à-dire que je pouvais avoir des moments où j'étais hyper en confiance, des moments où, tiens, tu vois la perf d'une concurrente sur Insta, tu te dis, ah ouais, en fait, ça va être chaud. T'as pareil tous les aléas des blessures, etc. Ou même, peut-être c'est bête, mais des fois, juste recevoir un message, j'ai hâte de te voir au championnat du monde, j'ai hâte de voir ce que tu vas donner ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes, ouais, c'est ça. Ça met la pression, mais c'est quand même aussi un petit peu de la bonne pression parce qu'on voit aussi qu'il y a des gens qui sont derrière nous et qui en attendent de nous. Donc je sais pas forcément si je l'ai toujours bien géré. Je pense que parfois ça a peut-être impacté un petit peu négativement justement mes entraînements quand je me mettais trop la pression, etc. Mais en tout cas, sur les échéances le jour J, je me rends compte que plus je fais des compétitions, moins je suis stressée, malgré, on va dire, le niveau justement qui monte, etc. Quoi. Est-ce que tu dirais que le fait maintenant d'être sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, ça t'aide ou au contraire, c'est une défaveur et tu préfères avoir peut-être ce côté un petit peu outsider, du genre personne m'attend et j'y vais, ou au contraire, les gens qui t'envoient des messages qui te donnent de la force, ça te motive et ça te booste à te dépasser? Honnêtement, je pense qu'il y a cette petite pression justement en pré-compétition où tu sais que les gens sont là, qui vont suivre ce que tu fais tout simplement et qu'ils en attendent beaucoup. Mais j'ai pu le constater par exemple avec mes derniers championnats du monde où j'ai fait vraiment, j'étais même pas sur le podium et au final j'ai reçu quand même énormément d'encouragement, énormément de force, beaucoup de nouveaux suivis aussi après la compétition. Et beaucoup de gens aussi qui me rassuraient, qui me disaient voilà, c'est pas une fin en soi, tu reviendras plus forte, etc. Donc finalement, non, je pense que j'aime bien la situation quand même dans laquelle je suis avec beaucoup de gens pour m'encourager. Et ça fait toujours plaisir et c'est important, même des fois quand on a des petits coups de mou, même quand on vient me voir à la salle, ouais, félicitations, des trucs comme ça, c'est toujours cool, ouais. T'as déjà tiré des leçons de ces championnats du monde? Ouais, pas mal quand même, ouais. Pas mal, mais la principale leçon, on va dire, que j'ai retenue, c'est que il faut pas, on va dire, tout laisser pour justement une prépa, quoi. Je pense que si justement j'avais pris plus de temps pour moi, plus de temps, même partir en vacances 4-5 jours, ça m'aurait peut-être plus apporté de positif que de négatif, en fait. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Pauline, c'est le fait d'être une femme dans un sport de force. On entend souvent que les sports de force, c'est quand même des sports à dimension très masculine. Il y a beaucoup de critiques aussi sur les réseaux sociaux, des femmes qui sont trop musclées pour certains, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as connu ou que tu connais encore? Et si oui, comment tu gères ça? C'est quelque chose que j'ai toujours connu dès ma pratique en natation. Donc à l'époque, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux, donc c'était plutôt, on va dire, à l'école, etc. Ensuite, Qu'est-ce qu'on te disait à l'école? on me disait que j'avais des épaules carrées, que j'étais une camionneuse, etc. Ok. Et après, donc ça s'est vraiment encore plus accentué quand j'ai commencé la musculation, puisque c'est là que j'ai commencé à partager justement sur mes réseaux sociaux un petit peu mon évolution, etc. Et comment tu l'as vécu, ça? On va dire, je l'ai jamais vraiment mal vécu. On va dire que, limite, c'était un petit peu encourageant pour moi, parce que, de toute façon, le fait, voilà, de me muscler, etc., c'était clairement l'objectif que je recherchais. Donc, finalement, de voir ces critiques, etc., ça me prouvait finalement que j'étais dans la bonne direction, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Les critiques physiques, c'est un fait. Moi, je sais que on va dire, je les accepte plutôt bien.
Mais il y a d'autres choses quand même qui sont un peu plus dures à accepter. C'est par exemple quand on remet en cause ta légitimité à donner des conseils, etc. ou à faire telle ou telle performance en tant que femme, par exemple. Ça arrive souvent, ça? Ouais. Ouais. De plus en plus, du coup, surtout que je suis dans le street et que j'essaye de développer le sport, donc je donne pas mal de conseils, etc. Suite à mon expertise, à mes années d'expérience, etc. Mais je le vois quand même pas mal dans les commentaires, comme quoi je suis une femme, donc que certaines personnes ne vont pas m'écouter, quoi. Et là, tu leur dis, moi, je fais 27 tractions au parc, C'est t'en fais ça. combien? Ok. C'est pas mal comme argument. Je devrais essayer aussi. Ok. Qu'est-ce que tu donnerais au conseil s'il y a une jeune femme qui nous écoute et voilà, qui essaye d'apprendre à faire ses premières tractions, qui ose peut-être pas aller à la salle ou qui met toujours son sweat autour de sa taille, tu vois? Je sais pas si toi tu faisais ça, mais il y a beaucoup de femmes qui font ça. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Le conseil que je peux donner, c'est que honnêtement, parfois quand on arrive à la salle, surtout quand on débute, qu'on n'est pas, on va dire, hyper à l'aise, hyper en confiance, on a l'impression que tout le monde nous regarde, mais au final, c'est pas du tout le cas. Franchement, la plupart des gens vont à la salle pour faire leur propre séance. Donc, ne pas hésiter à se mettre dans sa bulle, prendre des écouteurs, venir peut-être avec un copain, une copine au début, ça peut nous rassurer, mais vraiment de faire et de penser surtout à soi, parce que les gens ne s'arrêtent pas à ce que vous faites, même si vous faites des erreurs, si vous faites mal un exercice, etc. Et en fait, pour l'inscription, ça se passe quasiment tout le temps pareil. En fait, les gens envoient leurs performances en vidéo. Et suite à ça, il y a une sélection, Ok. Ah, donc ça reste encore très roots, quoi. clairement. Ok. Ouais. Donc là, à partir de cette année, il y a eu un changement sur les championnats de France et qu'il y a des minima maintenant. Donc ça, on va dire, Bienvenue dans les professionnalise problèmes. un peu. C'est Bienvenue ça. dans les problèmes. Ouais.
Honnêtement, je vois une discipline qui est très démocratisée. Je dirais un petit peu comme le power, quoi, avec vraiment des grosses compétitions, beaucoup plus de compétitions, une fédération qui est vraiment carrée, qui propose beaucoup de choses, etc. Mm. Et voilà. Tu vois ce que tu viens de dire, ça me montre aussi que moi qui suis dans le powerlifting, on a avancé aussi parce que pour qu'une discipline, quand on te dit c'est quoi le futur de ta discipline, disent comme le power, Ouais, je pense que ça en montre bien beaucoup sûr, aussi le c'est chemin clair. que tous ces sports-là ont fait, dont le powerlifting, c'est cool. On est là pour Exactement. voir ça grandir et je pense qu'il y a pas mal de ponts entre les deux disciplines, beaucoup d'athlètes qui Ouais, en streetlifting, qui vont se tâter en force athlétique et peut-être aussi un petit peu exactement. de le sens inverse. Est-ce que tu te verrais, si tu faisais pas du streetlifting, qu'est-ce que tu ferais? Comme sport, Ouais. je pense sport de combat. Et alors, Ouais, c'est vrai qu'il y a un grand engouement en ce moment pour les sports ouais, de ça combat se à fond. développe pas mal aussi. Toi, tu te verrais rester en compétition ou genre juste Euh, training? Probablement, ouais, en compétition aussi, quoi. Ok. Ouais, Et même genre dans la cage directe. ouais, Ok. C'est ouais, je pense. vrai que je vois pas mal de gens qui font des sports de force qui après aussi restent soit arrêtent pour X ou Y raison ou se mettent tu sais, au jiu-jitsu en C'est vrai. parallèle, au sport Ouais, de combat clairement. et tout. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que ce côté peut-être un petit peu intense, je sais pas, peut-être que les gens qui font des sports de force partagent, est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens, que t'as toujours eu ou... Ouais, quand même. Ouais. Franchement, ouais, ouais. Et je pense que ouais, les sports de combat, c'est un peu comme les sports de force, ça se développe pas mal. Ouais. Et je pense que les athlètes de force, quand ils ont envie de voir autre chose, Ouais. ils vont pas se tourner vers une autre discipline dans la Ouais. force et plutôt justement sur Ouais. les sports de combat, quoi. T'irais pas faire comme ils font tous un marathon Non, ça pour le coup, T'en es pas là peut-être encore. peut-être pour dire que je l'ai fait une fois dans ma vie, Ouais. mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais prendre du plaisir, quoi. Ok. Pour finir un petit peu les questions, je voudrais savoir, puisqu'on est ici là pour le podcast de MyProtein, c'est quoi tes indispensables de chez MyProtein? Ton top 3, top 5, allez. Alors, en tout premier, je mettrais la créatine. Ok. En deuxième, je mettrais le collagène. C'est devenu indispensable maintenant depuis que je fais du streetlifting. Ouais. En troisième, je mettrais la magnésie. Ah, Franchement, ouais. c'est clair, ouais. En quatrième, je mettrais les flapjacks. Ok, Et en cinquième, je mettrais la clearway. pas mal. Mm. Pour l'été, j'aime bien ton top 5, c'est pas mal. Les salles, ça va pour la magnésie, ils vous saoulent pas trop? Ça va, de moins en Salle moins. Je pense commerciale? qu'il commence à se faire à l'idée que il y a de plus en plus de pratiquants de force dans les salles. Donc au début, il y avait des affichages un petit peu interdits, mais bon, ils Ok. finissent par plus trop rien dire au final, quoi. Enfin, il y a des salles spéciales streetlifting ou pas? Il y en a très peu. On commence à en voir naître un petit peu partout en France, Mhm. mais je pense que tu trouveras pas une salle focus Spécifique, streetlifting. ouais. Tu verras Ça power, fera CrossFit, streetlifting, power et tout. exactement, c'est ça. Ok. Parce que en compétition, vous faites aussi surcalibrer, surpoids calibré, Ouais, exactement, le c'est squat. ça. Et même le dips et tout. C'est ça, ouais, sur Ok. tous les mouvements. Aujourd'hui, Pauline, elle est quoi dans son identité? Elle est streetlifteuse. Quoi d'autre? Je dirais streetlifteuse, peut-être un côté aussi un petit peu influenceuse, coach aussi, et principalement ça, quoi. Ok. Ça te va comme description? Ouais. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Pauline? Sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sous le même nom du coup, RBT-PAU. Top. Merci beaucoup d'être cette première invitée du podcast de MyProtein. Si vous voulez voir les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de MyProtein. C'était Hugo Owona, l'hôte du rendez-vous musclé aussi sur Spotify et YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ciao. Ciao.